La famille, je vous mens pas, quand je voyage en avion, j'ai toujours tendance à penser que l'avion va tomber. Surtout quand il y a un vent violent et que ça commence à trembler. Alors là, je peux vous dire que j'ai très peur. Je sais pas vous, quand vous voyagez en avion, est-ce que vous avez peur ou pas? Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire assez, on va dire, sans miracle. Justement, on va découvrir l'histoire du Boeing 767 de Air Canada. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 juillet 1983? Et croyez-moi, son histoire, c'est assez bluffante. Les amis, si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, maximum de j'aime et maximum de partage. Vraiment, je veux que cette histoire soit connue par tout le monde. Et aussi, j'aimerais bien faire une petite dédicace à mon petit Jérôme Baban. Je te fais une petite dédicace, mon pote. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. En lien avec la tragédie survenue en Égypte en 2015, beaucoup se demandent si un paquebot peut planifier avec des moteurs qui ne fonctionnent pas complètement. C'est ce qui s'est passé les amis il y a 32 ans, plus précisément le 23 juillet 1983. Je vous présente Jimmy Gilder et le nom non officiel d'un des Boeing 767 d'Air Canada après un accident inhabituel survenu le 23 juillet 1983. Cet avion pilotait le AC-143 de Montréal à Edmonton, avec escale à Ottawa aux États-Unis. Pendant le vol, il a manqué de carburant de façon inattendue et les moteurs se sont arrêtés. Après une longue planification, l'avion a atterri avec succès sur la base militaire fermée de Gimli. Les 69 personnes à bord, 61 passagers, y compris 8 membres d'équipage, ont survécu. C'était un miracle. À une altitude à 12 000 mètres, un signal d'alarme retentit de manière inattendue, signalant une basse pression dans le système d'alimentation en carburant du moteur gauche. L'ordinateur de bord a montré qu'il y avait suffisamment de carburant. Mais son témoignage, comme il s'est avéré plus tard, était fondé sur des informations erronées. Les deux pilotes ont décidé que la pompe à carburant était défectueuse et l'ont déconnectée. Les réservoirs étant situés au-dessus des moteurs, sous l'effet de la gravité, le carburant devait s'écouler dans les moteurs sans pompe mais par gravité. Mais après quelques minutes, un signal similaire du moteur droit a retenti et les pilotes ont décidé de changer de route vers Winnipeg, l'aéroport le plus proche approprié. Quelques secondes plus tard, le moteur gauche s'est arrêté et ils ont commencé à se préparer à atterrir avec un seul moteur. Tandis que les pilotes tentaient de démarrer le moteur gauche et négocier avec Winnipeg, le signal sonore de panne moteur retentissait à nouveau, accompagné d'un autre signal sonore supplémentaire. Un son de percussion très lent. Les deux pilotes ont entendu ce son pour la première fois, car ils ne l'avaient pas fait auparavant. Alors qu'ils travaillaient sur des simulateurs, c'était un signal de panne de tout le moteur. L'avion a été laissé sans électricité et la plupart du tableau de bord sur le panneau est sorti. À ce moment-là, l'avion était déjà tombé à 8500 mètres d'altitude en direction de Winnipeg. Comme la plupart des avions, le Boeing 767 est alimenté en électricité par des générateurs alimentés par des moteurs. L'arrêt des deux moteurs a entraîné une mise hors tension complète du système électrique de l'avion. Les pilotes ne disposaient que des dispositifs de secours, alimentés de manière autonome par la batterie embarquée, y compris la station de radio. La situation a été aggravée par le fait que les pilotes se sont retrouvés sans appareil très important, un variomètre qui mesure la vitesse verticale. De plus, la pression dans le système hydraulique a chuté car les pompes hydrauliques étaient également entraînées par des moteurs. Cependant, la conception de l'avion a été conçue pour la défaillance des deux moteurs. Turbine de secours à libération automatique entraînée par le flux d'air venant en sens inverse. En théorie, l'électricité produite devrait être suffisante pour que l'avion puisse rester contrôlable pendant l'atterrissage. Le commandant de bord était en train de s'ajuster au contrôle du planeur et le copilote a immédiatement commencé à rechercher dans les instructions d'urgence une section sur le pilotage d'un aéronef sans moteur. Mais cette section n'existait pas. Heureusement, le FAC a volé sur le planeur, ce qui lui a permis de maîtriser certaines techniques de pilotage que les pilotes des lignes commerciales n'utilisent généralement pas. Il savait que pour réduire les taux de déclin, il fallait maintenir un taux de planification optimal. Il a maintenu une vitesse de 220 nœuds.
c'est-à-dire 407 km/h, suggérant que la vitesse de planification optimale devrait être quelque chose comme ceci. Le copilote a commencé à calculer s'ils arrivaient à Winnipeg. Il a utilisé les lectures de l'altimètre mécanique de secours pour déterminer la hauteur et la distance parcourue, ce qui a été indiqué par le répartiteur de Winnipeg, en déterminant le mouvement de la marque de l'aéronef sur le radar. Le paquebot a perdu 5000 pieds. Le copilote a ensuite choisi la base aérienne de Gimli, où il avait déjà servi comme site d'atterrissage. Il ne savait pas que la base était fermée à cette heure-là, et la piste numéro 32L, sur laquelle ils avaient décidé d'atterrir, avait été convertie en un circuit de course sur route, au milieu de laquelle s'est trouvé un puissant mur de séparation. Ce jour-là, il y a eu une fête de famille du club automobile local. Il y avait des courses sur l'ancienne piste et il y avait beaucoup de monde. Au début des crépuscules, la piste était illuminée par des lumières. L'éolienne ne fournissant pas une pression suffisante dans le système hydraulique pour la production régulière du châssis, les pilotes ont donc tenté de le libérer de manière anormale. Le train d'atterrissage principal est sorti correctement et la jambe de force du nez est sortie, mais ne s'est pas tenu sur les écluses. Peu de temps avant d'atterrir, le commandant de bord s'est rendu compte que l'avion volait trop haut et trop vite. Il a réduit la vitesse de l'avion à 180 nœuds. Et pour perdre de la hauteur, il a effectué une manœuvre inhabituelle pour les avions commerciaux. Glissé sur l'aile, le pilote appuie sur la pédale gauche et tourne le volant à droite ou inversement, tandis que l'appareil perd rapidement de la vitesse et de la hauteur. Cependant, cette manœuvre a réduit la vitesse de rotation de la turbine de secours et la pression dans le système hydraulique de commande a chuté encore plus. Le pilote a réussi à sortir l'avion de la manœuvre presque au dernier moment. L'avion est descendu sur la piste, les coureurs et les spectateurs ont commencé à s'enfuir. Lorsque le train d'atterrissage a touché la piste, le commandant de bord a appuyé sur les freins. Les pneus ont instantanément surchauffé. Des soupapes de secours ont expulsé de l'air. Un train d'atterrissage avant non plié s'est replié. Un nez a touché le béton, découpant un panache d'étincelles. La nacelle du moteur droit a heurté le sol. Les gens ont réussi à quitter la voie et le commandant n'a pas eu à faire descendre un avion, sauvant ainsi des personnes au sol. L'avion s'est arrêté à moins de 30 mètres du public. Dans le nez de l'aéronef a commencé un petit feu et a reçu l'ordre de commencer à évacuer les passagers. En raison du fait que la queue était relevée, l'inclinaison de la rampe gonflable dans la sortie de secours arrière était trop grande. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées, mais personne n'a été grièvement blessé. Le feu a été rapidement maîtrisé par les automobilistes avec des dizaines d'extincteurs portatifs. 2 jours plus tard, l'avion a été réparé sur place et a pu quitter Gimli. Après des réparations supplémentaires coûtant environ 1 million de dollars, l'avion a été remis en service le 24 janvier 2008. Et depuis, l'avion a été renvoyé à la base d'entreposage dans le désert de Mojave. Et si vous êtes restés jusqu'ici les amis, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot avion pour savoir qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, de cette magnifique histoire. On va dire qu'elle n'est pas tragique, mais vraiment c'est une histoire d'héroïsme d'un héros, de 2 héros justement, le pilote et le copilote, qu'on doit justement les féliciter, car vraiment faire atterrir un avion de 12 000 mètres d'altitude, il y avait une coupure d'électricité, plus d'essence, plus rien du tout qui marche. Il a réussi quand même à sauver 61 passagers plus le 8 membres de l'équipage. Vraiment, c'est quelque chose qu'on le voit rarement. D'ailleurs, vous connaissez qu'il y a eu pas mal de choses comme ça, hein, des trucs d'accidents d'avion. Et voilà, il y a eu des crashs et personne n'a survécu. Mais là, vraiment, je trouve que cette histoire, elle est vraiment magnifique. Je sais pas vous la famille, mais je tenais vraiment à vous le présenter. J'aime bien ces genres d'histoires, vous voyez sur ma chaîne. Je sais pas vous, si vous kiffez ces genres d'histoires, n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire, car moi j'aime bien vraiment. Ça m'apprend des choses et ça vous apprend aussi des choses. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre plus gros
pouce bleu pour m'encourager et partagez cette vidéo au maximum à votre famille, à votre ami, à votre chat, à votre chien, n'importe qui. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaïko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.